Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, une foudre s'est abattue sur le côté gauche d'un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines dimanche dernier à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéman. Des explications sur ce phénomène à suivre dans ce journal. Célébration ce 23 juin de la Journée internationale de l'ONU pour la fonction publique. Pour cette édition 2021, les Nations Unies veulent innover pour une nouvelle ère. Il s'agit de tirer parti du rôle de la technologie pour le service public de demain. Protection de l'environnement, un rapport de l'ONU révèle que l'humanité ne pourra pas se remettre du dérèglement climatique, même si les émissions de CO2 sont freinées. Des pistes pour enrayer le changement climatique à découvrir dans ce journal. Et puis sport, lutte contre le dopage. Les membres du comité national antidopage et les secrétaires généraux des fédérations sont en atelier de renforcement des capacités à Lomé. Pendant ce temps, les finalistes des play-offs du championnat national de première division de football seront connus ce mercredi à l'issue des demi-finales retour. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbé, a inauguré hier la centrale solaire Cheikh Mohamed Ben Zayed de Blita. Et il s'agit du premier projet d'énergie renouvelable à grande échelle élaboré par Ameya Power, un producteur énergétique indépendant. Cette centrale, financée à plus de 35 milliards de francs CFA par la BOAD et le fonds d'Abu Dhabi, s'étend sur 9 hectares. Elle va permettre de fournir de l'électricité à plus de 158 000 ménages. Blita aura seulement besoin de 9% de sa capacité de production, selon l'expert Moussi Kingala Joël. Cette centrale a une particularité où elle peut distribuer de l'énergie à deux niveaux de tension. Au niveau 161 kV, pour la distribution de la ligne qui va se coder à Takpamé et la distribution 33 kV qui va sur la distribution locale pour Blita. Donc l'énergie produite de cette centrale, 9% seulement est suffisant pour pouvoir servir toute la ville de Blita. Et les autres 91% seront desservis toutes les autres régions environnantes comme Sokodé, Kara, Takpamé et les autres. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, dimanche dernier s'est produit un phénomène inhabituel à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéman de Lomé. Il s'agit d'une foudre qui s'est abattue sur le côté gauche d'un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines. Depuis, des spéculations sur les réseaux sociaux parlent de purification de l'avion par les prêtres vaudous à la demande des autorités aéroportuaires. Une information que ces dernières ont démentie. Notre équipe s'est approchée de la direction générale de l'aviation civile pour s'imprégner des faits. Le colonel Nyamalata, pilote de l'air, DG de l'ANAC, répond aux questions de Charlotte Ahar. D'abord, je voulais vous dire ceci. C'est une très mauvaise façon de pousser sur les audios, sur des réseaux sociaux. Nous, ici, nous sommes très ouverts. Quand vous avez quelque chose, venez à nous, on va vous dire la réalité. La direction d'Éthiopie n'a jamais fait appel à ces prêtres vaudous. Moi, j'ai accepté à leur demande. C'est eux qui ont demandé que quand il y a un événement comme ça, si on ne fait rien, il peut se répéter. À leur demande des chefs traditionnels coutumiers qui vont venir pour faire. Pour rentrer là-bas, j'ai dû demander des badges. Ils ne sont pas venus comme ça rentrer n'importe. C'était le dimanche 20 juin 2021 à 10h20 précisément. J'étais à l'aéroport et dans le cadre de mes inspections régulières que je fais tout le temps pour voir la bonne marche de l'aéroport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là-bas quand j'ai vécu en direct cette décharge d'une intensité jamais égalée. J'ai jamais vu ça. Alors, j'ai vu ça et j'ai vu les effets que ça produit. Immédiatement, je suis sorti pour aller constater de quoi s'agissait-il. Il s'agissait d'une foudre qui est tombée. Heureusement, c'est le lieu ici de saluer nos plus hautes autorités, en commençant par le chef de l'État lui-même qui a offert ce joyau au peuple togolais. Et nous, on a eu la chance de superviser la réalisation et nous avons exigé de mettre des antennes paratonnerres pour éviter la foudre. Heureusement,
Il y en a plusieurs sur l'aéroport pour protéger les voyageurs comme les aéronefs. Et cette foudre est tombée sur un des paratonnerres qui a monté tout le grand choc. Et c'est le résidu qui est parti toucher le côté gauche, avant gauche du pilote, sans grande gravité. Il y a quelqu'un qui était à côté, qui a été renversé. Et j'avais plutôt peur pour cette personne parce qu'elle avait son côté gauche qui semblait être paralysé. On l'a évacué immédiatement. Je veux vous rassurer puisque j'étais hier avec la personne. Elle est guérie, elle est ressortie. C'était plutôt la peur et elle est bien guérie. Avez-vous un message à l'endroit des populations? Vous les journalistes, je vous félicite parce que il faut toujours venir aux nouvelles pour donner de bonnes informations. On filme les trucs, on passe sur les... C'est pas bon. Qui maîtrise la nature? Non. Vous-même, vous maîtrisez? Personne ne maîtrise. La foudre, personne ne maîtrise. Mais tout ce qui peut être fait pour éviter cela, il faut le faire. Voyez avec cet aéroport où se trouve le Togo aujourd'hui. C'est grâce à cet aéroport, grâce aux instruments les plus modernes de dernier cri en matière de surveillance de la sécurité et de la sûreté, qui ont permis qu'on ait agréé pour aller aux États-Unis. C'est le lieu de remercier le chef de l'État qui nous a offert ce joyau. Ce qui s'est passé, c'est d'inviter d'abord les gens à venir aux nouvelles parce que nous sommes très ouverts pour donner les informations qu'il faut. Ça, c'est un. Deux, c'est pas la peine de céder à la panique devant des événements comme ça. C'est de s'organiser pour vraiment faire face à ces effets naturels. Personne ne souhaite que la foudre tombe sur lui. Mais il faut faire des actions en amont. C'est-à-dire, si vous avez un grand bâtiment avec des antennes, il faut mettre les paratonnerres pour éviter que les antennes n'attirent la foudre. C'est une catastrophe. Je vous ai dit qu'un arbre qui n'est pas sec a brûlé complètement dans une chute à Niamtougou, je ne vais pas citer le nom. Il y a de cela une dizaine d'années. Les gens sont venus faire les formalités, les cérémonies. Nous sommes africains, mais si on te dit que s'il y a telle chose comme ça, il faut faire telle cérémonie pour éviter ça. Tu vas dire non, pour que ça revienne encore. C'est ça, de l'eau. Et ils ont fait chose, ils n'ont pas purifié la viande. C'est ça que je vais voulu relever. Innover pour une nouvelle ère, tirer parti du rôle de la technologie pour le service public de demain. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la fonction publique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à réinventer l'administration publique pour aller de l'avant. Abidi Lemo. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la dernière décennie a donné lieu à une révolution numérique qui a changé notre façon de vivre, de travailler et de gouverner. Les innovations liées à la technologie et aux données ont accéléré le rythme de notre vie quotidienne, ouvert l'accès à l'information et porté les voix de la société civile. Ces innovations ont également changé notre façon de résoudre les problèmes, de concevoir les politiques et de fournir des services. En parallèle, le gouvernement se retrouve sous la pression des ressources et des demandes croissantes du public, devant faire beaucoup plus avec moins. Aussi, la pandémie de Covid-19 en 2020 a été un multiplicateur de ces tendances, introduisant le travail à distance dans la gouvernance, la prestation des services numériques, des équipes de services virtuels. Aujourd'hui, tous les pays du monde doivent repenser la structure et le modèle de fonctionnement de leur fonction publique. La prochaine ère verra des changements fondamentaux dans la façon dont les fonctionnaires sont recrutés, formés et retenus. La technologie sera davantage mise à profit pour prendre de meilleures décisions, contrôler les performances et fournir des services. Et le secteur privé ainsi que la société, au sens large, devront jouer un rôle plus important dans tous les aspects de la création de valeur publique. Selon le secrétaire général de l'ONU, le futur service public doit être plus agile, plus avisé sur le plan technologique, plus axé sur les données et plus centré sur l'humain. Il s'agit là d'éléments essentiels pour se préparer à l'avenir, garantir des politiques inclusives et des services réactifs, réduire les inégalités et accroître la confiance dans le gouvernement. La Journée des Nations Unies pour la fonction publique, proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies, met en valeur le rôle de l'administration publique pour le développement et auprès des communautés. Le 23 juin est donc l'occasion de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo, ce mercredi marque les 10 ans du M23 au mouvement du 23 juin au Sénégal. Cette coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile créée en 2011 s'était mobilisée contre la candidature du président Abdoulaye Wade pour un troisième mandat en 2012. 10 ans après, il y a eu une bataille d'héritage. Des célébrations en ordre dispersé sont prévues à Dakar ce mercredi. Une manifestation sera organisée par des acteurs de l'époque, place de la Nation, et dans le même temps, une autre mobilisation est prévue à l'appel du M2D, le mouvement de défense de la démocratie créé en mars. Et puis, le président Macky Sall entretient donc le flou sur ses ambitions pour la présidentielle de 2024. Y'en a marre, membre du M2D, reprendra ce mercredi l'un des mots d'ordre d'il y a 10 ans, non à une troisième candidature. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté hier soir aux environs de 20h, temps universel, et placé en détention par un juge du pôle de lutte anticorruption du parquet de Nouakchott Ouest. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019, a été inculpé le 12 mars dernier pour corruption, détournement de biens publics et blanchiment d'argent, des faits qu'il a toujours niés. Malgré cela, il a été assigné à résidence le 11 mai dernier, mais on ignore ce qui a motivé son incarcération, le parquet n'ayant pas encore communiqué. Le changement climatique à présent, quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et l'humanité qui en dépend vont s'accélérer et devenir palpables bien avant 2050, alerte un projet de rapport des experts climat de l'ONU. Mathias Beguini. Le projet de rapport rédigé par des centaines de scientifiques rattachés au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, qui fait autorité en la matière, oscille sur un ton apocalyptique et l'espoir offert aux hommes de changer leur destin par des mesures immédiates et drastiques. Tout compte fait, en 2050, des centaines de millions d'habitants des villes côtières seront menacés par des vagues de submersion plus fréquentes provoquées par la hausse du niveau de la mer qui entraînera à son tour des migrations importantes. À plus d'1,5 degré Celsius dans les villes, 350 millions d'habitants supplémentaires seront exposés aux pénuries d'eau, 400 millions à plus de 2 degrés Celsius. Et avec ce demi-degré supplémentaire, 420 millions de personnes de plus seront menacées par des canicules extrêmes. Parmi les pistes évoquées par les spécialistes pour enrayer le changement climatique, il y a par exemple la restauration des mangroves et des forêts sous-marines des kelps. Celles-ci permettent en effet d'accroître le stockage du carbone, de protéger contre les submersions tout en préservant des espèces qui assurent dans le même temps de la nourriture aux populations côtières. Mais au-delà de cet exemple, le rapport insiste bien sur la nécessité d'une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux, individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernements aussi bien sûr, tout en concluant qu'il y a urgence à redéfinir notre mode de vie et de consommation. Sport football, lutte contre le dopage. Les membres du comité national de lutte antidopage et les secrétaires généraux des fédérations sont en atelier de renforcement de capacité depuis ce matin à Lomé. En football, ce sont les demi-finales retour des play-offs qui retiennent l'attention. L'AS Togo, Port battu à l'aller, 1-2, joue gros face à SCO de Kara. Dans la seconde rencontre, après le nul, les Vierges, OTR et ACK conservent donc leur chance de qualification. Sibi Larson. Après le nul 0 partout à l'aller, conducteurs et collecteurs d'impôts se retrouvent ce mercredi à Sokodé pour la décisive manche retour. Un match plaisant en perspective au regard d'abord du jeu produit par les deux équipes à l'aller, ensuite de l'enjeu de la rencontre puisque le club victorieux se hissera en finale, synonyme d'une qualification en Coupe continentale. Dans l'autre demi-finale, ASCO de Kara donne rendez-vous à l'AS Togo Port. Après le faux pas à l'aller 1-2, les portuaires jouent leur va-tout afin d'obtenir la qualification. Cependant en face, les Condornats auront également à cœur de goûter à la finale. Un beau duel qui s'annonce donc au stade d'Atakwame. Tous les matchs démarrent à partir de 15h et si les conditions le permettent, Radio Lomé vous fera vivre en direct ces rencontres.
Lutte contre le dopage dans le sport, les membres du comité national antidopage et les secrétaires généraux des différentes fédérations sportives du Togo sont depuis ce matin en atelier de renforcement de capacité au stade de Kégué. Pendant 2 jours, les acteurs du sport seront outillés sur les dispositions à prendre pour une lutte efficace contre le dopage, gangrène du sport. Issifou Aliou, l'un des formateurs. En tant que responsable au niveau de nos fédérations sportives, ils doivent savoir, n'est-ce pas, les méfaits du dopage dans le sport et ces méfaits par rapport à la carrière du sportif. Maintenant, la procédure de contrôle antidopage, parce qu'ils sont appelés à conseiller les jeunes qui sont sous leur tutelle. Donc, par rapport à la procédure, comment est-ce qu'il se déroule le contrôle antidopage au niveau du poste, du prélèvement jusqu'à l'appel quand le résultat est positif. Nous avons aussi la gestion des résultats parce que quand on a un résultat positif, il faudrait prendre ce résultat en charge, aller à l'audience et donner la sanction qui s'impose tout en restant conforme au Code mondial antidopage. Donc les responsables au niveau des fédérations sportives doivent savoir tout cela pour essayer de recadrer la façon de faire de leurs sportifs. Ouvrant les travaux de cet atelier, la ministre des Sports, Lydie Bessi-Caman, a rappelé l'engagement du gouvernement à lutter contre le dopage sous toutes ses formes afin de faire rayonner les athlètes de façon loyale. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que c'est aujourd'hui la célébration de la Journée internationale de l'ONU pour la fonction publique. Et pour cette édition 2021, les Nations Unies veulent innover pour une nouvelle ère. Il s'agit de tirer parti du rôle de la technologie pour le service public de demain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg